5000 hommes, promis sur le terrain, mais des décennies d'externalisation encore incrustées dans le sable du Sahel. Le paradoxe est brutal. Plus les sigles étrangers se sont accumulés, plus les convois ont brûlé, et l'idée d'une garde levée par soi-même est devenue moins slogan que réflexe de survie. Que signifie concrètement, pour ceux qui vivent là, le moment où Ibrahim Traoré et ses voisins jurent de décider depuis leur propre carte plutôt que depuis des briefings lointains? Dans une salle aux murs nus, 3 capitales posent un stylo sur le bois et changent le tempo. La promesse n'est pas un slogan, c'est une bascule risquée où chaque avantage doit être gagné contre des obstacles accumulés depuis des années. L'idée centrale tient en 10 mots: dignité opérationnelle, coordination frontalière, décision sans délai extérieur, une équation simple dans la forme, mais lourde dans son exécution. Le pari consiste à savoir si une alliance endogène peut vraiment produire ce que les dispositifs étrangers, malgré leur ampleur, n'ont pas su garantir. Une sécurité décidée et mesurée au plus près du risque. Lorsque l'aide extérieure se retire, qui comble le silence opérationnel? Les capitales avancent une réponse brutale mais assumée. Ceux qui respirent ici devraient décider ici, quitte à payer le coût immédiat en sanctions, pièces manquantes et formations à reconstruire. Car derrière l'annonce des 5000 hommes, les enjeux dépassent la simple projection militaire. Ils engagent la capacité d'un espace entier à devenir moins dépendant des réflexes importés et plus ancré dans sa propre chaîne de décision. La signature n'a pas été un rituel solennel, mais un geste nu posé sur une table usée, annonçant 5000 soldats prêts à se déployer sans attendre un mandat extérieur. 3 capitales, Bamako, Ouagadougou, Niamey, ont acté ce tournant sans caméra, mais avec des conséquences immédiates pour tout le Sahel. Le contexte qui précède ce moment est celui d'années où des opérations successives, impeccables dans leur rapport mais fragiles dans leurs effets, ont laissé des villages compter leurs pertes et des convois brûlés malgré des drones vigilants. Dans les marchés comme dans les casernes, une lassitude partagée montait. Stabiliser ne suffisait plus si les décisions venaient d'ailleurs, Entre 2020 et 2023, les lignes politiques ont bougé, l'espace civil s'est érodé et les militaires ont occupé le centre du dispositif, promettant de répondre par le plus court chemin. Qui souffre décide. Dans une salle de réunion sobre, presque austère, une feuille blanche a remplacé les rhétoriques cérémonielles. Le ministre nigérien a résumé la doctrine d'un trait. Nous signerons pour nous-mêmes. Le geste valait rupture, unité fonctionnelle, commandement partagé, financement malgré les contraintes. À la sortie, personne ne parlait de paradigme. On listait des tâches simples et transmissibles. Patrouille coordonnée, renseignements croisés, logistique resserrée, surveillance de frontières. Le symbole est apparu très vite sur le terrain. Un signe AES sur des colonnes poussiéreuses près de Gao, communication hésitante mais drapeau neuf, première formation conjointe repérée par satellite. Les réactions extérieures ont divergé. Abuja et Niamey ont recalculé leurs marges, Bruxelles a craint une fragmentation, Washington a ouvert des briefings rapides, d'autres ont soupçonné Moscou, tandis que certains y voyaient une haute autonomie assumée. Pour les habitants, la question était plus concrète. Une route restait ouverte après le coucher du soleil, un convoi atteignait d'un dispensaire, des enfants marchaient vers l'école sans détour. C'est dans ces détails que la promesse devient perceptible, et c'est là qu'émerge en filigrane l'enjeu qu'Ibrahim Traoré et ses voisins veulent ancrer, ne plus externaliser la survie. Un récit de terrain commence rarement par un héros nommé. Il naît plutôt d'un geste transmissible. Dans une pièce aux angles usés, 3 officiers alignent cartes, objectifs et délais, puis signent un pacte d'usage plutôt qu'un pacte de prestige. Ce n'est pas la mise en scène qui compte, c'est la capacité à répéter le geste ailleurs dans des conditions moins contrôlées. Dans la cour d'un camp près de Bamako, une section mixte reçoit une mission minimale, tenir une route, protéger un convoi, rendre compte avant l'aube, et cette simplicité devient une doctrine en soi. Sur une route secondaire, un ancien car d'auberge, transformé en clinique mobile, franchit un carrefour autrefois piégé. La scène ne mérite pas un communiqué, mais elle modifie la journée de centaines de personnes. C'est dans ces moments modestes que se mesure l'effet immédiat d'une alliance endogène.
Au lieu d'attendre des capacités parfaites, on construit des rendements suffisants dans des fenêtres de temps utiles. À Ouagadougou, des techniciens bricolent un drone de reconnaissance avec des pièces récupérées. Sa portée reste faible, mais son effet d'entraînement dépasse largement son rayon d'action. Un maire résume l'enjeu d'une phrase courte : savoir qui décide ici réduit la peur diffuse. Cette prévisibilité locale n'est pas spectaculaire, mais elle tarit peu à peu l'imprévu qui nourrit les groupes armés. Elle incarne exactement la rupture que cherchent à instaurer Bamako, Niamey et en particulier le leadership affiché par Ibrahim Traoré, replacer la décision au plus près de la zone de risque. En fin de compte, la valeur de ces débuts ne réside pas dans leur éclat, mais dans leur continuité. Des scènes modestes qui, mises bout à bout, reconfigurent l'attente même de sécurité. Le déclencheur est venu sans cérémonie. 3 capitales, une table nue, un accord signé et un chiffre jeté comme un point de non-retour. 5000 hommes mobilisables. Aucun long discours, seulement une décision condensée, décidée, financée, déployée. Les unités ont reçu l'ordre d'aligner leurs patrouilles, de synchroniser leurs horaires, de signaler chaque carrefour à risque. Le changement a commencé par une cadence, moins d'attente, plus de gestes mesurables. Puis le tempo s'est accéléré. Les premières colonnes, portant l'insigne AES, sont apparues près de Gao, dans une poussière lourde, mais avec une direction lisible. L'objectif : réduire les segments où les embuscades prospéraient. Les convoyeurs ont modifié leurs itinéraires. Les patrouilles se sont croisées à heure fixe. Ce sont des actions courtes, parfois rudes, mais elles donnent un squelette opérationnel que les missions étrangères n'avaient pas réussi à rendre prévisible. Le climax se joue dans ce moment précis où les habitants remarquent une différence habituelle. Un car franchit un carrefour sans s'arrêter, un marché ferme plus tard, une école rouvre 2 jours plus tôt que prévu. L'Alliance affronte en parallèle les trous logistiques, les pièces aériennes manquent, les comptes gelés créent des frictions et les chaînes d'approvisionnement restent fragmentées. Pourtant, la réponse est restée interne. Recycler, réparer, réadapter. À Bamako, on redonne vie à des radios anciennes, à Ouagadougou, des équipes improvisent des modules de reconnaissance. À Niamey, les mécaniciens renforcent les blindages avec des plaques locales. Rien n'est parfait, mais tout est utilisable. C'est la logique du suffisant, produire du terrain tenu avec les moyens présents, plutôt que viser une perfection impossible. Pendant ce temps, les coulisses politiques bougent aussi vite que les patrouilles. Abuja hésite, Bruxelles calcule, Washington ouvre des briefings. Certains parlent d'un recentrage africain, d'autres d'un risque de fragmentation. Le débat international s'enflamme, mais sur le terrain, le raisonnement est brut, qui respire ici, ajuste ici. Et pour les habitants, cette logique se matérialise immédiatement. Au marché de Gao, des commerçants modifient leurs horaires selon une patrouille désormais régulière. Dans un village devant Niamey, des enfants marchent vers l'école sans détour, première fois depuis des mois. L'après-coup du climax arrive ici. Moins d'aléatoires, plus d'attentes ajustables. Les militaires, eux, apprennent à manœuvrer dans ce nouvel environnement où l'exécution prime sur le protocole. Un jeune caporal résume la transformation. Nous attendions des ordres venus de loin, nous suivrons désormais les nôtres. Ce glissement, discret mais décisif, constitue la rupture que les 3 capitales cherchaient depuis longtemps, et il éclaire le rôle particulier d'Ibrahim Traoré qui pousse la doctrine d'autonomie jusqu'à ses marges. Ne pas chercher d'abord une autorisation, mais une fenêtre d'action. Voici une transition naturelle dans le récit. Le premier indicateur, 5000 hommes, n'est pas qu'un volume annoncé, il marque la volonté de déplacer la sécurité depuis un dispositif éclaté vers une force intégrée. Ce chiffre, modeste à l'échelle continentale, devient pourtant structurant lorsqu'il est lié à une doctrine d'usage plutôt qu'à une démonstration de prestige. Il montre que la question n'est plus de savoir combien de soldats peuvent être mobilisés, mais combien peuvent être coordonnés sans dépendre d'un feu vert extérieur. La portée réelle de ce nombre tient au fait qu'il crée une capacité stable, mesurable dans le temps. Et cette stabilité, même fragile, modifie la manière dont les convois, les marchés et les villages perçoivent la présence armée. Le deuxième repère, 72 heures, correspond à la fenêtre opérationnelle dans laquelle la force conjointe promet de se déployer après un appel.
Cette donnée est capitale dans une région où les attaques surgissent en séquence rapide et où la réactivité conditionne souvent la différence entre un incident maîtrisé et une zone qui bascule. Ce délai serré reflète l'objectif de répondre avant que les groupes armés ne redessinent le terrain. Les pays du Sahel savent que dans un environnement mouvant, une réponse tardive vaut souvent absence de réponse. D'où l'importance d'un mécanisme interne ancré dans les capitales locales capable de court-circuiter les lenteurs diplomatiques. Troisième donnée structurante, 3 capitales engagées, Bamako, Ouagadougou, Niamey, dont l'accord repose sur une unité fonctionnelle plutôt qu'institutionnelle. Cette triangulation n'est pas une simple addition d'intentions. Elle devient un cadre opérationnel dans lequel les patrouilles, le renseignement et la logistique sont listés comme des tâches communes, plutôt que comme des obligations théoriques. Le trio crée un périmètre mesurable où chaque capitale apporte une pièce manquante au dispositif. C'est précisément l'absence de fragmentation qui donne à l'alliance un potentiel de cohérence, même sous sanction ou sous pression. Ces 3 repères chiffrés forment une ossature qui éclaire les difficultés comme les avancées. Les pièces aériennes manquantes, soulignées dans les rapports, montrent que la chaîne logistique reste vulnérable. Les comptes gelés, eux, rappellent que l'Alliance opère sous contraintes financières constantes. Pourtant, l'usage des chiffres révèle une dynamique. Recycler, réparer, improviser et maintenir malgré tout une continuité. Là où les anciennes opérations s'appuyaient sur des flux abondants mais lents, les forces locales apprennent à maximiser des flux maigres mais immédiats. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique. Faire de l'autonomie non pas un symbole, mais un indicateur tangible. Sa ligne directrice, décidée au plus près du risque, ne s'appuie pas sur de nouveaux slogans, mais sur la réinterprétation des capacités existantes, même limitées. Et cette approche produit un effet secondaire essentiel. Elle crée des métriques locales, lisibles par les habitants eux-mêmes. Un car qui traverse un carrefour autrefois piégé. Une école qui rouvre 2 jours plus tôt, un marché qui ferme plus tard que la veille, ce sont des micro-signaux qui, cumulés, forment une donnée qualitative que les populations reconnaissent immédiatement. L'Alliance du Sahel transforme donc les chiffres en instruments de cohérence. Ils ne suffisent pas à garantir la stabilité, mais ils permettent de mesurer la trajectoire. Le delta entre les promesses et les résultats, bien qu'encore fragile, se lie dans ces repères. Une capacité réactive, une coordination minimale mais réelle, et une volonté de réduire l'espace de surprise opérationnelle. C'est là que la quantification devient un outil stratégique plutôt qu'un simple inventaire. Voici un passage qui introduit une réflexion importante. La première, souvent formulée depuis les capitales étrangères, affirme que l'initiative comporte un risque de fragmentation régionale. Selon cette vision, la réduction des partenariats internationaux, les sanctions persistantes et l'absence d'équipements spécialisés fragiliseraient une structure déjà sous pression. Les pièces aériennes interdites, les chaînes d'approvisionnement ralenties et les comptes gelés viendraient confirmer l'idée qu'une force locale ne peut pas tenir durablement un théâtre d'opérations aussi vaste que le Sahel. On ajoute parfois que l'expérience de décennies d'aide extérieure, même imparfaite, garantissait au moins une certaine densité logistique que les États du Sahel ne pourraient pas reproduire à court terme. L'autre lecture, portée par les capitales signataires et relayée dans les villages, affirme qu'aucune stabilité durable n'a jamais été obtenue tant que les décisions venaient de l'extérieur du périmètre de risque. Dans cette perspective, la dépendance prolongée aurait produit un paradoxe. Plus les missions étrangères se succédaient, plus les convois brûlaient et plus les populations doutaient de l'efficacité d'un modèle importé. La force de 5000 hommes, même limitée, devient ici un outil de cohérence. Elle permet de synchroniser les patrouilles, d'aligner les horaires et surtout d'identifier clairement qui décide dans une fenêtre de temps critique. L'objectif n'est pas d'égaler les standards technologiques internationaux, mais de créer un rythme opérationnel lisible pour les habitants. La réponse, tirée du terrain et de la source, se situe dans l'usage plutôt que dans la théorie. Les villages qui rouvrent leurs marchés, les routes secondaires où passent des cars transformés en cliniques, les patrouilles qui respectent des horaires stables, autant d'indices que la prévisibilité locale produit des effets que les dispositifs exogènes n'avaient pas stabilisés.
La critique de fragmentation n'est pas infondée, mais elle perd de sa force lorsqu'on observe que l'alliance se construit sur des gestes répétables, non sur des promesses abstraites. La question n'est pas de savoir si l'ensemble est parfait, mais s'il est plus fonctionnel que ce qui précédait. Voici un passage qui introduit une réflexion importante. L'alliance change d'échelle non pas par une victoire spectaculaire, mais par un glissement discret. La focale se déplace des opérations visibles vers les chaînes d'exécution locales. Un élément jusqu'ici secondaire devient central, la prévisibilité. Les habitants notent que les patrouilles passent à heure fixe, que les marchés ferment plus tard, que certains axes restent ouverts après le coucher du soleil. Ce ne sont pas des exploits, mais des constantes. Le midpoint apparaît précisément là. L'expérimentation remplace l'attente. Les techniciens d'Ouagadougou bricolent des drones avec des pièces récupérées. Les radios anciennes reprennent vie à Bamako. Et la triangulation Bamako-Ouagadougou-Niamey devient un réseau plutôt qu'un slogan. C'est à ce moment que le geste d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. L'autonomie n'est plus un principe politique, mais un protocole quotidien. Le tournant ne tient pas à un événement unique, mais à une accumulation de gestes sobres, reproductibles. L'Alliance n'a pas encore gagné. Elle a simplement cessé d'attendre que d'autres décident quand agir. Le premier changement tient à la cadence du quotidien. Dans plusieurs villages, des routes secondaires, longtemps considérées comme impraticables, restent désormais ouvertes après le coucher du soleil. Des cars transformés en cliniques mobiles atteignent des dispensaires sans devoir contourner des zones évitées pendant des années. Les marchés ajustent leurs horaires en fonction de patrouilles plus régulières, ce qui crée une fenêtre commerciale plus large et réintroduit un minimum de confiance locale. La stabilité reste fragile, mais elle devient perceptible à travers ses usages concrets. Les patrouilles disposent d'un cadre plus cohérent, des horaires fixes, un périmètre assorti de responsabilités réparties et une chaîne d'information qui ne dépend plus d'un feu vert extérieur. Le déploiement annoncé de 5000 hommes produit un langage opérationnel commun, même lorsque les moyens matériels restent hétérogènes. Les équipes techniques réparent, recyclent ou improvisent, mais elles le font dans une logique partagée. Ce socle minimal crée une organisation où le temps de réaction, les fameuses 72 heures, devient une promesse praticable plutôt qu'un objectif théorique. Les maires savent désormais à quelle structure s'adresser lorsque survient un incident. Cela réduit la zone d'incertitude administrative qui, auparavant, permettait aux groupes armés d'exploiter chaque vide institutionnel. Les écoles rouvrent plus tôt que prévu dans certaines localités et les axes commerciaux reprennent du volume là où les convois restaient bloqués. L'effet principal n'est pas la disparition du risque, mais la réapparition progressive d'une capacité de gouvernance locale. Dans ce cadre, les décisions d'Ibrahim Traoré, comme celles de ses homologues, sont perçues non comme un symbole, mais comme un recentrage sur des responsabilités mesurables. Abuja ajuste ses calculs, Bruxelles exprime la crainte d'une fragmentation, tandis que Washington élargit ses briefings sur l'évolution du terrain. L'Union africaine observe l'expérience comme une mise en pratique tardive de sa doctrine de force en attente. Dans le même temps, la possibilité d'un recentrage panafricain se renforce, même si la pression extérieure, sanctions, restrictions, comptes gelés, demeure intense. Les 3 capitales du Sahel, en actant qu'aucune stabilité n'est durable sans décision locale, envoient un signal qui dépasse la région. La survie cesse d'être un service externalisé. Ces 4 cercles n'annoncent pas une transformation achevée, mais ils montrent une trajectoire. Là où l'imprévu dominait, une forme de prévisibilité apparaît. Là où l'aide extérieure rythmait l'action, une capacité locale se recompose. Le changement reste ténu, mais il est lisible. Un espace longtemps géré depuis l'extérieur commence à apprendre à se gouverner lui-même. L'Alliance maintient ses opérations selon la logique actuelle, patrouille coordonnée, horaire stable, surveillance accrue des axes secondaires et consolidation progressive de la triangulation Bamako-Ouagadougou-Niamey. Les marchés continuent d'ajuster leurs horaires, les routes restent praticables plus longtemps et les communautés locales réapprennent à fonctionner dans une stabilité encore fragile. Cependant, les contraintes persistent. Équipements limités, comptes gelés, pression diplomatique et lenteur de reconstruction des capacités aériennes. Ce scénario produit une stabilité relative,
mais sans véritable accélération du modèle. Dans cette version, la dynamique locale se renforce au point de créer un entraînement régional. Les patrouilles régulières produisent suffisamment de prévisibilité pour attirer des investissements internes, relancer des projets de reconstruction et élargir la coopération communautaire. Les zones rurales voient une augmentation du trafic commercial grâce à une sécurité plus lisible. Les capitales du Sahel utilisent cette fenêtre pour étendre leur coordination logistique et institutionnelle. L'Union africaine, voyant une expérimentation opérationnelle crédible, intensifie son soutien logistique. Ce scénario permettrait une montée en puissance progressive de l'autonomie, rendant le dispositif plus robuste malgré les sanctions et les contraintes matérielles. Les tensions internes s'accumulent. Manque de ressources pour maintenir les patrouilles, fatigue des unités locales, divergences politiques entre les capitales ou retour de certaines pressions extérieures. Les groupes armés exploitent les failles, les axes secondaires retournent à l'imprévu et les marchés raccourcissent à nouveau leurs horaires. Sans coordination durable, les maires perdent leurs interlocuteurs directs et les incidents se multiplient. Les partenaires internationaux reviennent avec leurs propres agendas, réintroduisant les anciennes dynamiques que l'Alliance cherchait précisément à dépasser. Dans les 3 scénarios, l'enjeu commun demeure, la capacité du Sahel à décider au plus près de ces zones de risque. Le chemin qui sera emprunté dépendra moins d'un événement isolé que de la continuité des gestes modestes. Patrouilles de tenue, routes surveillées, horaires respectés, qui ont déjà commencé à modifier la perception du possible. Pour beaucoup d'habitants du Sahel, les changements récents ne se lisent pas dans les communiqués, mais dans des détails du quotidien. 3 groupes sont directement touchés, chacun à sa manière. Celles et ceux qui vivent sur les routes. Pour les convoyeurs, commerçants et conducteurs de cars transformés en cliniques mobiles, la stabilité n'est jamais abstraite. Elle apparaît lorsqu'un carrefour autrefois piégé reste praticable, lorsqu'un convoi atteint un dispensaire sans détour, lorsqu'une route secondaire demeure ouverte après le coucher du soleil. Ces moments ne suppriment pas la peur, mais la rendent moins imprévisible, les familles au cœur des villages. Dans certains villages, les enfants reprennent le chemin de l'école parce que des patrouilles passent désormais à heure fixe. Les parents ajustent leur journée selon un rythme qui n'existait plus depuis longtemps. L'absence d'embuscade n'est pas garantie, mais la prévisibilité temporaire donne assez d'espace pour organiser la vie domestique, rouvrir un marché ou maintenir un petit commerce. Les autorités locales et les acteurs civils. Les maires savent enfin à qui s'adresser en cas d'incident, ce qui réduit les zones grises où prospéraient les groupes armés. Les horloges administratives se remettent en marche. Un dossier est transmis plus vite, un message de sécurité circule plus tôt, un axe peut être rouvert dans la même journée. Pour ces 3 groupes, la question essentielle n'est pas de savoir si l'Alliance triomphera dans l'absolu, mais si le quotidien peut rester un peu plus stable qu'hier. Une stabilité imparfaite mais perceptible suffit parfois à changer un rapport entier au risque. Pour qu'une autonomie encore fragile devienne une structure durable, 3 à 5 étapes peuvent être dégagées à partir des dynamiques visibles dans la source. Elles ne promettent pas une transformation instantanée, mais elles décrivent un chemin où chaque décision réduit la dépendance extérieure. Les 3 capitales doivent maintenir une chaîne décisionnelle courte, un incident, un rapport, une réponse dans la fenêtre des 72 heures. Ce cadre, déjà amorcé, réduit le risque d'interprétation contradictoire entre les unités locales et les autorités civiles. Les patrouilles à horaire fixe, les itinéraires stabilisés et la coordination transfrontalière doivent devenir des protocoles documentés. Ce sont des pratiques simples, mais elles constituent la base d'une prévisibilité qui a déjà changé la vie de nombreux villages. Réparer, recycler, réadapter. La source montre que cette logique fonctionne mieux que l'attente d'équipements idéaux. Les techniciens qui bricolent des drones ou réactivent des radios anciennes incarnent un levier d'autonomie réaliste. Les maires et les chefs de localité ont besoin d'interlocuteurs identifiés. Lorsque la chaîne d'alerte est courte, les groupes armés disposent de moins de fenêtres d'action. Formaliser ces contacts améliore la rapidité d'intervention. Les décisions prises à Bamako, Ouagadougou et Niamey doivent être alignées.
C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré, comme celui de ses homologues, devient déterminant. Garantir que la volonté politique accompagne les contraintes opérationnelles. Si ces étapes avancent sans rupture, l'Alliance peut transformer une suite de gestes modestes en une trajectoire stable. Ils étaient 3, penchés sur une table en bois aux angles usés, lorsqu'ils ont posé un stylo et changé le tempo du Sahel. Ce meuble ordinaire, témoin silencieux de signatures sans caméra, revient ici comme un fil discret. C'est sur des surfaces modestes que naissent les décisions durables. Au fil des mois, les gestes posés autour de cette table se sont traduits en routes qui rouvrent, en marchés qui tiennent plus tard, en écoles qui accueillent de nouveau des enfants. Dans cette continuité, le rôle d'Ibrahim Traoré gagne une texture particulière. Non comme figure héroïsée, mais comme l'un des artisans d'une cohérence qui se construit à partir du terrain, geste après geste. L'Alliance ne promet pas un miracle, elle promet un usage, et c'est parfois plus transformateur qu'un discours. Les habitants, eux, ne commentent pas les doctrines, ils observent les conséquences. Une patrouille ponctuelle, un convoi arrivé, une peur un peu moins diffuse. La table de bois, là-bas, devient l'image d'une autonomie patiemment assemblée. Dans un Sahel encore marqué par l'incertitude, cette alliance représente moins une promesse achevée qu'un chantier collectif. Les gestes modestes, une route tenue, une patrouille régulière, un marché ouvert plus tard, dessinent déjà une trajectoire que les habitants reconnaissent et évaluent au quotidien. C'est là que se joue l'essentiel. Non dans les discours, mais dans la constance. Pour celles et ceux qui suivent ces évolutions, une question demeure ouverte. Comment une région longtemps gérée depuis l'extérieur peut-elle continuer à affirmer sa capacité à décider depuis le terrain ? Les prochains mois offriront des réponses partielles, mais les observations locales resteront décisives. Si ce récit vous éclaire ou vous interpelle, vous pouvez partager vos impressions, questionner un détail ou proposer une lecture différente. L'enjeu dépasse toute position figée. Il s'agit de comprendre comment une région façonne sa propre stabilité, pas à pas.